Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le cours du polytraumatisé. La définition du polytraumatisé est très essentielle à connaître. C'est tout blessé grave atteint de plusieurs lésions, dont au moins une met en jeu le pronostic vital, et ceci de manière patente ou potentielle. À la différence d'un polyfracturé, qui est un blessé aussi grave, qui présente plusieurs fractures, mais le pronostic vital à ce moment-là n'est pas mis en jeu. En pratique, c'est sur le mécanisme de l'accident qu'il faudra considérer le patient comme potentiel polytraumatisé et le prendre en charge comme tel. Je cite à titre d'exemple un patient éjecté du véhicule, une chute estimée à plus de 3 mètres ou un piéton fauché à plus de 30 km/h à l'heure. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité chez les jeunes entre 25 et 35 ans, avec une forte prédominance masculine. Sont pourvoyeurs de polytraumatisés les accidents de la voie publique, les accidents de travail ou les tentatives de suicide. Il faut savoir que la mortalité dans les premières heures est de l'ordre de 50%. La prise en charge et l'évaluation de la gravité d'un polytraumatisé va du ramassage à la réparation lésionnelle. Elle doit être précoce, rapide et de qualité. Elle doit être parfaitement codifiée et faire l'objet de protocoles précis. Et doit être aussi surtout réalisée par des équipes entraînées. Tous ces éléments conditionnent le pronostic à court, à moyen et à long terme. Cette prise en charge, elle commence sur les lieux de l'accident par le secouriste sur les lieux, puis par le SAMU et elle se termine à l'hôpital. Secouriste, c'est aussi une formation et cette formation est assurée par le Croissant Rouge. Je vous invite tous de la faire. Donc le secouriste sur le lieu de l'accident, il faut qu'il protège le blessé en balisant les lieux et mettant des signalisations afin d'éviter tout suraccident. Il faut alerter rapidement le SAMU et la police et ensuite commencer à secourir le blessé. Il faudra mettre à l'abri le patient et la mobilisation de tout blessé grave a une règle importante qu'il faudra respecter, c'est-à-dire mobiliser le patient en respectant l'axe tête-cou et tronc. Il faudra faire une libération des voies aériennes supérieures en déboutonnant la chemise, en enlevant par exemple un dentier ou quoi que ce soit qui se trouve dans la bouche, un corps étranger par exemple. Ensuite, on entame une réanimation si nécessaire par le massage cardiaque et le bouche à bouche. Il faudra contrôler toute hémorragie extériorisée en mettant un garrot ou un pansement compressif. Vient ensuite la prise en charge par le SAMU. Le SAMU, c'est une équipe médicalisée. Il faudra savoir reconnaître et traiter les urgences vitales. L'urgence cardio-circulatoire. Son diagnostic se fait chez un patient avec une pâleur, des marbrures, une hypotension, un pouls filant. Il faudra très rapidement faire une oxygénothérapie de voie veineuse rapide avec un remplissage. Contrôler une hémorragie externe, entamer un massage cardiaque si nécessaire, adjonction de catécholamine à type de noradrénaline ou d'adrénaline si nécessaire. L'urgence respiratoire est diagnostiquée chez un blessé avec une agitation, une polyumbra-dypnée, une cyanose, une lutte à la respiration, un emphysème, une douleur thoracique. Il faudra s'assurer de la libération des voies aériennes supérieures et vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger. Oxygéner le patient, drainage thoracique, c'est rare qu'on le fasse sans radiologie au préalable, ou on peut aller jusqu'à l'intubation endotrachéale s'il y a les critères.
qu'on va voir par la suite. Pour l'urgence neurologique, il faudra évaluer l'état de conscience. Cette évaluation est faite par le score de Glasgow. Il faudra connaître par cœur le score de Glasgow qui est important. Il y a 3 items: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la meilleure réponse motrice. Pour l'ouverture des yeux, soit elle est spontanée et on note le blessé à 4, soit elle se fait à la demande et c'est 3, soit elle se fait à la douleur et c'est noté à 2, soit il n'y a pas aucune ouverture des yeux et à ce moment-là c'est noté à 1. Pour la réponse verbale, c'est des questions toutes simples, en posant la question par exemple du nom et du prénom du blessé, ou sinon l'orientation temporo-spatiale. Si la réponse elle est orientée, c'est noté à 5, si elle est confuse, c'est noté à 4, si elle est inappropriée, c'est noté à 3, si elle est incompréhensible, c'est noté à 2, s'il n'y a aucune réponse verbale, c'est noté à 1. L'évaluation de la meilleure réponse motrice, elle se fait en demandant au patient de faire des gestes minimes. Soit elle obéit à la demande verbale et c'est noté à 6, soit elle est orientée à la douleur et c'est noté à 5, soit il y a un évitement non adapté et c'est noté à 4, soit il y a une flexion, c'est noté sur 3, une extension, c'est noté sur 2, ou elle est nulle, c'est noté sur 1. Ensuite, on fait le calcul entre les 3 items. Il faut savoir qu'un score de Glasgow inférieur à 8, ça veut dire qu'il y a un score grave. Il faudra aussi savoir faire un bilan lésionnel rapide. L'évaluation de la gravité initiale sur les lieux du traumatisme repose sur l'analyse par le médecin de l'équipe mobile de réanimation de la violence du traumatisme, des 3 grandes fonctions vitales qui sont cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires, des lésions anatomiques immédiatement visibles. On parle de gravité extrême si le score de Glasgow il est de 3, si la tension artérielle systolique est inférieure à 60 mm de mercure, si la saturation est inférieure à 80% au moment de la prise en charge. Il faudra mettre en condition le blessé avant son transfert à l'hôpital. Et là, je me répète encore, parce que c'est des gestes qui sont essentiels. Il faudra l'oxygénation du patient, 2 voies veineuses périphériques avec un prélèvement de bilan, prévention contre l'hypothermie, contrôle de l'hémorragie extériorisée, mise en place de minerves et immobilisation de tous les foyers fracturaires, lutter contre la douleur, désinfection des plaies et pansements stériles et surveillance du blessé. Au terme de cette évaluation initiale, on peut classer le polytraumatisé en 3 grandes catégories, selon l'état hémodynamique, ce qui permet d'informer le service receveur, c'est-à-dire l'hôpital, et d'anticiper la stratégie de prise en charge hospitalière. On commencera par la catégorie 3, qui est la plus simple, c'est tout polytraumatisé qui est stable ou stabilisé après une simple expansion volémique. La catégorie 2, quant à elle, c'est un polytraumatisé stabilisé au prix d'une expansion volémique, mais qui redevient précaire juste à l'arrêt ou au ralentissement de cette dernière. La catégorie 1, c'est la persistance du collapsus cardiovasculaire malgré une expansion volémique avec nécessité d'introduction de catécholamine type adré ou noradrénaline. La prise en charge à l'hôpital. Il faudra que le médecin receveur complète l'examen clinique. Donc dès l'annonce de l'arrivée d'un polytraumatisé en milieu hospitalier, le médecin doit mettre différents intervenants en préalerte, c'est-à-dire le radiologue, le chirurgien et la banque du sang. À l'admission, on doit réévaluer l'ensemble des mesures de réanimation mises en place lors de la phase préhospitalière par le SAMU. Il faudra pratiquer un examen clinique rapide
qui doit comprendre une évaluation de l'état hémodynamique, l'examen neurologique et la vérification de l'état respiratoire. Ensuite, évaluer les examens du rachis et les membres. On vérifie l'identité du patient et on fait un nettoyage des plaies avec des pansements stériles. Il faudra faire des examens complémentaires. Le bilan paraclinique initial minimal comprend une radiographie du thorax de face, une radiographie du bassin de face, une échographie abdominale, une radio du crâne, un Doppler transcrânien si possible en cas de traumatisme crânien grave, c'est-à-dire un Glasgow moins de 8, à la recherche de signes d'hypertension intracrânienne, un bilan biologique et un ECG. Sinon, il faudra faire un body scan. Et c'est l'état hémodynamique qui est la clé de la prise en charge et de l'orientation de l'examen paraclinique à réaliser. Et ceci sur la base des 3 catégories. On commence par la catégorie de patients, les patients de catégorie 3, où l'état hémodynamique du patient est stabilisé. Pour ces patients, on réalise d'emblée un scanner corps entier avec injection de produits de contraste qui permet l'obtention d'un bilan rapide et précis. Pour la catégorie 2, où l'état du patient est stabilisé par des mesures symptomatiques de réanimation initiale, on fait un bilan standard minimum pour localiser le saignement. Si ce bilan ne permet pas de savoir d'où le saignement vient, à ce moment-là, on peut faire une TDM d'emblée. Pour les patients de catégorie 3, où c'est des patients qui ont un collapsus persistant malgré un remplissage, voire utilisation de catécholamine, ici il y a 2 options. Soit il y a une hémorragie qui est extériorisée et de cause évidente. Il faudra bien sûr emmener le patient directement au bloc opératoire pour une chirurgie de sauvetage. Si l'hémorragie n'est pas apparente et évidente, à ce moment-là, il faut faire un bilan standard minimum rapide. Il faudra savoir hiérarchiser la prise en charge. Donc, l'évaluation clinique initiale évalue l'indication d'une chirurgie immédiate et définit les priorités entre elles, les différentes urgences. Donc la première urgence, on l'a dit et répété à maintes fois, c'est l'urgence vitale. Prendre en charge une urgence vitale, c'est la priorité. Donc il y a les urgences qu'on a dit et répétées, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires. En deuxième lieu, on prend en charge les urgences fonctionnelles. Et par ordre décroissant de gravité, il y a l'ischémie de membre, le traumatisme du rachis, ensuite les fractures ouvertes et en dernier lieu les luxations. Une fois cette prise en charge terminée, on peut aller traiter les autres lésions. Maintenant, on va voir ensemble les différentes possibilités de traumatisme. On en a parlé du traumatisme crânio-facial. L'atteinte cérébrale est fréquente chez les polytraumatisés. L'évaluation de la gravité se fait par le score de Glasgow. Les facteurs scanographiques pronostiques majeurs sont l'hématome extradural, l'œdème cérébral, l'hémorragie intraventriculaire. Je n'ai pas trop détaillé la question, sinon le cours va être long. Les traumatismes faciaux, quant à eux, sont souvent traités dans le cadre d'une urgence différée. Les urgences maxillofaciales sont les suivantes. Il peut y avoir une hémorragie qui va de l'épistaxis à l'hémorragie faciale diffuse. Les traumatismes très délabrants, par exemple les plaies par arme feu, ou les plaies du globe. Pour le traumatisme abdominal, par ordre de fréquence, la rate est le viscère plein le plus fréquemment touché.
Puis il y a le foie, le rein et le pancréas. Les traumatismes des organes creux sont rares au cours des traumatismes fermés, sauf dans le cadre de traumatismes sévères. Pour les traumatismes thoraciques, l'importance des lésions intrathoraciques n'est pas corrélée à la sévérité des atteintes pariétales éventuelles. Faire un bilan radiologique à la recherche de fractures de côte, de sternum, un pneumothorax, un hémothorax, une contusion pulmonaire, une lésion des gros vaisseaux intrathoraciques, une rupture trachéobronchique ou une rupture diaphragmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est les critères habituels de mise en route d'une ventilation invasive. Ils sont une fréquence respiratoire supérieure à 40 par minute, un état de choc, une hypoxémie inférieure à 60 mm de mercure sous oxygène à haut débit, une hypercapnie à plus de 45 mm de mercure ou une acidose. Un pH à moins de 7,2. Le drainage thoracique en extrême urgence, sans examen radiologique au préalable, doit rester exceptionnel. Il faut savoir que tout polytraumatisé est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Il pose de nombreux problèmes de prise en charge du fait des associations lésionnelles fréquentes. Leur prise en charge commence dès la phase préhospitalière par une mise en condition rigoureuse, minerve, matelas coquille, mobilisation, en maintenant l'axe tête, cou et tronc. Elle se poursuit en milieu hospitalier par la réalisation systématique d'une TDM rachis entier. L'IRM est indiqué devant toute atteinte médulaire sans lésion osseuse décérable. On va voir tout ça en détail dans le cours du traumatisme du rachis. Les traumatismes du bassin. Ils résultent de traumatismes violents. La principale complication immédiate est le choc hémorragique, dont la fréquence est de l'ordre de 10% dans la totalité des traumatismes du bassin. Il faudra rechercher des complications cutanéo-muqueuses, des complications neurologiques et surtout des complications urologiques. Les lésions urétrales doivent faire contre-indiquer le sondage vésical et mettre en place un cathéter suprapubien. Pour l'évaluation initiale du bassin, de simples radiographies de bassin suffisent, à savoir radio de bassin de face et les 3 quarts obturateur et 3 quarts à l'air. Le bilan précis des lésions osseuses sera obtenu par un scanner du bassin. Il est rarement indispensable à la phase initiale. La prise en charge des fractures des membres est le plus souvent secondaire dans la prise en charge des polytraumatisés. Seules les fractures avec atteinte vasculo-nerveuse, avec syndrome d'éloge ou grand délabrement, constituent des priorités thérapeutiques dans les 6 premières heures qui suivent l'accident. Pour les autres, une immobilisation est la règle afin de réduire le risque d'embolie graisseuse. Ce qu'il faudra retenir de ce cours, c'est qu'un polytraumatisé est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes. La prise en charge d'un polytraumatisé doit être faite selon des protocoles préétablis à l'avance. En situation préhospitalière, l'évaluation de la gravité comporte l'analyse des 3 grandes fonctions vitales qui sont neurologiques, circulatoires et respiratoires. L'hémorragie est la cause de la majorité des détresses circulatoires initiales. En cas de traumatisme crânien, on doit débuter par la réalisation d'une imagerie cérébrale. Chez le polytraumatisé, la gravité des lésions se multiplie par potentialisation de leurs conséquences propres. Le risque est la sous-estimation de la gravité des lésions. Et je vous remercie pour votre attention.